Bien, alors nous allons reprendre. Nous allons maintenant écouter Guillaume Bucchioni de l'Université d'Aix-Marseille qui va nous présenter un exposé intitulé « Existence et priorités ontologiques ». Guillaume Bucchioni est docteur de l'Université d'Aix-Marseille. Il est professeur au lycée à Salon de Provence, si je ne me trompe pas, et chargé de cours également à l'Université d'Aix-Marseille. Il travaille notamment en méréologie, en logique et sur la métaphysique analytique contemporaine. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, normalement, je dois vous parler aujourd'hui des principes métaphysiques. Donc, je vais essayer de faire ça. Je ne suis pas sûr d'y arriver. En fait, je vais vous parler de ce qu'on pourrait appeler la méta-ontologie. Alors, la méta-ontologie, c'est en fait les théories qui sont censées déterminer ce que doit être ou ce que doit faire l'ontologie. Alors, je vais vous parler de trois théories distinctes. D'abord, ce que j'appellerais le paradigme quanien. Selon le paradigme quanien, la recherche en ontologie a pour but de déterminer ce qu'il y a. Selon ce paradigme, la notion essentielle dont traite l'ontologie est l'existence. Récemment, ce paradigme a été critiqué par plusieurs philosophes, comme Kittfein, Schaeffer ou Taco, qui ont proposé de lui substituer ce que l'on nomme le paradigme néo-aristotélicien. Selon ce paradigme, le paradigme néo-aristotélicien, la recherche en ontologie a pour but de déterminer ce qui est ontologiquement prioritaire et ce qui est ontologiquement dérivé. La notion essentielle dont traite l'ontologie n'est donc pas celle d'existence, mais celle de priorité ontologique. Ces deux paradigmes s'opposent donc quant au but qu'ils donnent à l'ontologie et quant à la notion essentielle à laquelle a affaire cette science. D'un côté, l'ontologie devrait traiter essentiellement de l'existence, alors que de l'autre, les questions d'existence devraient laisser place aux questions de priorité ontologique. Les partisans du paradigme néo-aristotélicien ont fourni de nombreux arguments convaincants contre le paradigme quanien. Cependant, la version la plus connue de ce paradigme, développée notamment par Jonathan Schaeffer, est ce que j'appelle permissive, c'est-à-dire qu'elle accepte l'existence de pratiquement tous les types d'entités ontologiques. De ce fait, elle exclut de l'enquête ontologique la notion d'existence. Bien que je sois en accord avec les critiques des partisans de la version permissive du paradigme néo-aristotélicien, je vais essayer de montrer qu'une version non permissive est préférable. Dans ce dernier paradigme, la notion d'existence joue un rôle important à côté de celle de priorité ontologique. Cette dernière version permettra alors d'examiner le lien entre la notion d'existence et celle de priorité ontologique, et on essaiera de montrer que ces deux notions peuvent être rattachées ou englobées par une notion plus générale qui est celle de degré de réalité ou degré d'existence. Donc d'abord, dans la première partie, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter très rapidement ce que c'est que le paradigme quanien. Ensuite, je vais essayer de présenter un argument à l'encontre de ce paradigme et de présenter le paradigme néo-aristotélicien. Et enfin, de présenter la version non permissive et à l'aide de cette notion de degré d'existence. Alors, le paradigme quanien est un ensemble de thèses concernant l'ontologie en lien avec l'existence. Donc, selon ce paradigme, le but de l'ontologie est de déterminer ce qu'il y a. C'est d'ailleurs la définition que Quine donne de l'ontologie. Je cite, « Ce qui est curieux à propos du problème ontologique, c'est sa simplicité. Il peut être posé en 3 monosyllabes anglaises. What is there? Qu'est-ce qu'il y a ?» On comprend dès lors que cette notion d'existence joue un rôle essentiel à l'intérieur de ce cadre théorique. Et on peut analyser cette notion d'existence à l'aide de 5 thèses qui ont été proposées par Peter Van Wagen dans son article « Being, Existence and Ontological Commitment ». Première thèse. L'être n'est pas une activité. Seconde thèse, être est la même chose qu'exister. Troisième thèse, l'existence est univoque. Quatrième thèse, l'unique sens d'être ou d'existence est adéquatement capturé par le quantificateur existentiel de la logique formelle. Et enfin, la dernière thèse, qui est la théorie de l'engagement ontologique. Alors, je n'ai pas le temps de développer ces 5 thèses. Je vais considérer que ce sont des thèses qui sont connues. Normalement, c'est connu.
Donc ce que je vais faire surtout, c'est examiner la dernière thèse, celle de l'engagement ontologique. Alors, cette dernière thèse est la plus importante pour notre propos car elle représente le sens profond qu'a ce paradigme quanien. Donc, pour déterminer ce qui existe, ou ce qu'il y a, les partisans du paradigme quanien vont utiliser une méthode, celle de l'engagement ontologique. Je vais résumer très brièvement ce que c'est que cette méthode. Le principe, c'est de déterminer l'engagement ontologique d'une théorie en la traduisant dans la logique standard du premier ordre et en déterminant les propositions qui affirment que quelque chose existe, à savoir les propositions contenant des variables liées par des quantificateurs existentiels. Quine dira « être, c'est être une valeur d'une variable ». Cette méthode consiste donc à déterminer le domaine de quantification requis pour la vérité de notre théorie. Les éléments du domaine sont les postulats de la théorie, et donc, comme nous acceptons la théorie, nous acceptons ces entités. Le but de l'ontologie est donc de déterminer ce qui existe, et sa méthode consiste à extraire les engagements d'existence d'une théorie. Comme le dit Quine, je cite, « Une théorie est engagée envers les entités, et seulement les entités qui sont les références des variables liées que la théorie doit avoir pour être vraie. » Voilà, c'est ça l'ontologie. L'ontologie, on détermine ce qui existe avec la quantification. Par exemple, si une théorie contient une phrase quantifiée comme « il existe un x tel que x est un électron », alors la variable liée x doit faire référence aux électrons pour que la théorie soit vraie, donc la théorie est ontologiquement engagée envers ces entités, les électrons. Il y a une critique qui a été proposée de cette vision de l'ontologie par Kit Fine d'abord, dont l'argument en fait le plus connu ou le plus fort est celui qu'il appelle le problème de la trivialité. Cet argument consiste à dire que le paradigme quanien rend l'ontologie triviale. En effet, si l'on considère que tout ce sur quoi nous pouvons quantifier existe, alors la question de l'existence devient triviale. Pour reprendre un exemple de Fine, étant donné le fait évident qu'il y a un nombre premier plus grand que 2, il s'ensuit trivialement qu'il y a un nombre. De la même façon, étant donné le fait évident que je suis assis sur une chaise, il s'ensuit trivialement qu'il y a une chaise. Bien évidemment, ceci s'applique à tous les types d'entités sur lesquelles nous quantifions. Jonathan Scheffer propose, dans son article On What Gone What, 4 exemples d'entités auxquelles ce schéma peut s'appliquer. Les nombres, les propriétés, les entités hémérologiquement complexes et les personnages de fiction. Alors je prends l'existence des nombres. Il y a des nombres premiers, proposition. Donc il y a des nombres. 1 est un truisme mathématique. 2 suit immédiatement de 1 par inférence. En effet, c'est le même type d'inférence qui nous permet de passer il y a des roses rouges à il y a des roses. Pour les propriétés, il y a des propriétés que nous partageons, vous et moi, donc il y a des propriétés. Pour les entités hémérologiquement complexes, il prend l'exemple suivant, mon corps a des parties propres, ma main ou mon pied, donc il y a des choses qui possèdent des parties propres. Et enfin, pour les personnages de fiction, Conan Doyle a créé Sherlock Holmes, donc Sherlock Holmes existe. Avec cet argument, les critiques du paradigme quanien veulent montrer que la question de l'existence telle qu'elle est posée dans ce paradigme est en réalité triviale et que la grande majorité des entités sur lesquelles porte le questionnement ontologique existent. Ces critiques en tirent comme conséquence que la question fondamentale de l'ontologie n'est pas celle de l'existence, mais celle de la priorité ontologique. Donc le paradigme néo-aristotélicien affirme que le but de l'ontologie n'est pas de déterminer ce qui existe, mais plutôt de déterminer ce qui est fondamental et ce qui est dérivé. Donc la question ontologique fondamentale n'est plus si cela existe, mais comment cela existe. Ce paradigme fait référence à Aristote, car cette conception de l'ontologie prend racine dans la conception aristotélicienne de la métaphysique. L'investigation aristotélicienne, telle qu'elle est définie ou telle qu'elle est menée dans la métaphysique, est centrée sur la notion de substance et non sur celle d'existence. La substance est l'unité d'être fondamentale, ultime,
ou basique, à partir de laquelle la totalité des attributs vont être dérivés. L'enquête ontologique a pour but l'étude de cette substance et de ses attributs, donc l'étude de ce qui est prioritaire et de ce qui est dérivé. La question de l'existence n'est pas première. L'ontologie ne doit pas se demander si une entité existe, mais comment elle existe. Alors, pour exprimer ou expliquer un peu ce paradigme néo-aristotélicien, je vais devoir dire un mot sur la notion de priorité ontologique. La relation de priorité ontologique est liée à celle de fondation. La relation de fondation est une relation qui permet de rendre compte de la priorité ontologique de l'objet qui fonde par rapport à l'objet fondé. Pour reprendre un exemple de Sébastien, si on prend l'exemple du singleton A et de son unique élément A, si l'unique élément A fonde le singleton A, alors A, l'unique élément A, est ontologiquement premier ou prioritaire sur le singleton. L'unique élément A est fondamental et le singleton est dérivé. La relation de fondation, comme il a été dit ces jours-ci, est, tout comme la relation de partie propre, une relation d'ordre bien fondé. Elle est irréflexive, transitive et asymétrique. Alors l'irréflexivité, ça veut dire qu'aucun objet n'est fondé par lui-même. La transitivité, si un objet X est fondé par un objet Y et que Y est fondé par un objet Z, alors X est fondé par Z. Et la symétrie, deux objets ne peuvent se fonder l'un l'autre. Donc, le fait que cette relation soit une relation d'ordre bien fondée implique qu'il y a au moins un objet non fondé dans le monde. En d'autres termes, la relation de fondation génère une hiérarchie métaphysique qui possède une limite, une fin. Cette limite est constituée par une ou plusieurs entités fondamentales, basiques, c'est-à-dire qui ne sont dérivées d'aucun autre objet, qui ne sont fondées par aucun autre objet. Les entités fondamentales servent alors de limite à la chaîne des êtres et de ce fait permettent de clore la chaîne de fondation. Je vous donne quelques définitions. Une entité fondamentale, c'est une entité qui n'est pas fondée. Une entité dérivée, elle est dérivée si elle est fondée par une autre entité. On peut aussi définir les notions de substance ou d'agrégat, vu que je vous ai dit que le but de la recherche dans ce paradigme est celle de substance et d'agrégat. Une entité est une substance si elle n'est fondée par aucune entité, ni elle-même, puisque la relation de fondation est irréflexive. Et si elle a des parties propres, alors elle fonde ses parties propres. Et enfin, un agrégat, une entité est un agrégat si elle est fondée par ses parties propres. Donc vous voyez, les partisans du paradigme néo-aristotélicien critiquent le paradigme quanien en affirmant que la recherche ontologique ne porte pas sur ce qui existe, n'est pas déterminée par la notion d'existence, mais doit déterminer ce qui est ontologiquement prioritaire et ce qui est ontologiquement dérivé à l'aide de la notion de fondation. Donc, pour bien comprendre cette distinction, Jonathan Schaeffer, dans On What Ground What, propose une distinction entre deux structures métaphysiques, ce qu'il appelle une structure plate et une structure ordonnée. Le paradigme quanien possède une structure plate, car ce paradigme étant essentiellement axé sur la notion d'existence, l'ontologie va avoir comme but de fournir une liste d'entités qui existent et une liste d'entités qui n'existent pas. Par contre, le paradigme néo-aristotélicien possède une structure ordonnée, dans le sens où il a pour but de fournir une liste d'entités fondamentales, une liste de relations de fondation, ainsi qu'une liste d'entités dérivées à partir de cette relation de fondation sur ces entités fondamentales. Okay ? Il existe néanmoins une quatrième classe que Schaeffer nomme la poubelle des non-existants, c'est-à-dire que la notion d'existence n'est pas complètement éliminée de ce paradigme. Elle concerne pour Schaeffer, par exemple, les entités postulées à un moment donné par une théorie scientifique pour expliquer le monde, comme l'élan vital, ou alors l'éther, postulé par la physique, qui, elles, sont des entités pour lui non existantes. Cependant, cette dernière possibilité classificatoire n'est pas analysée dans la théorie de Schaeffer en raison de ce que j'ai appelé son permissivisme. Je ne sais pas si ça se dit. Je cite « Ma sorte de néo-aristotélicien
néo-aristotélisme sera aussi permissive concernant l'existence dans le sens où il n'y aura pas beaucoup d'entités à jeter à la poubelle. Tout au moins, les entités telles que les propriétés, les significations et les nombres iront toutes soit dans la première, soit dans la troisième classe, c'est-à-dire soit dans les entités fondamentales, soit dans les entités dérivées. Donc, ce permissivisme relègue largement la notion d'existence au point de la faire quasiment disparaître de l'enquête ontologique. Quasiment toutes les entités existent. Les questions d'existence n'ont donc pas d'intérêt, selon ce paradigme. Alors, je vais essayer de montrer maintenant, je ne sais pas si je vais vraiment le montrer, mais je vais essayer de vous dire pourquoi il est préférable d'accepter une version non permissive de ce paradigme néo-aristotélicien. Alors, la raison à cela, c'est que plusieurs débats ontologiques importants ne sont pas réductibles à des débats sur la priorité ontologique. Un exemple de débat ontologique qui ne se réduit pas à la distinction entre priorité ontologique et entité dérivée est celui concernant les simples ontologiques. Ce débat oppose les partisans des simples ontologiques aux partisans que M. Monnoyer aime beaucoup, c'est-à-dire les partisans du gunk. Alors, un simple ontologique est une entité qui n'a pas de partie propre. Les simples sont les blocs élémentaires ou fondamentaux de la nature. Ils sont les éléments ultimes à partir desquels toute composition peut commencer. Il est donc important de savoir s'il y a de telles choses et si oui, quelle en est la nature. La majorité des philosophes sont d'accord avec la thèse selon laquelle il y a un niveau fondamental de la réalité et selon laquelle ce niveau est composé de simples. C'est le cas par exemple de Sian Dor, Ned Markosian, McDaniel, Peter Wynwagen ou Ted Sider. Certains auteurs, cependant, acceptent une autre théorie qui est appelée la théorie du gunk. Nous dirons que X est fait de gunk si X n'est pas divisible en atomes méréologiques, c'est-à-dire si X est infiniment divisible. Cette théorie affirme donc que la matière est infiniment divisible. En d'autres termes, la nature n'est pas composée de simples, c'est-à-dire qu'elle n'est pas composée d'entités fondamentales particulières. Ce débat ontologique sur les simples ne peut se réduire à un débat sur la priorité ontologique. En effet, les partisans du gunk n'affirment pas que les simples sont des entités dérivées d'entités non simples. Ils affirment tout simplement qu'il n'y a pas de choses qui sont des simples ontologiques. Uriah Kriegel a proposé un autre exemple, qui est celui de Dieu. Le débat sur l'existence de Dieu ne peut pas se résumer à un débat entre priorité ontologique et entité dérivée. Les athées ne disent pas que Dieu est une entité dérivée d'entités non divines. Vous voyez ? Ils disent simplement Dieu n'existe pas. D'accord ? Donc, selon nous, il n'est pas possible d'effacer la notion d'existence de l'enquête ontologique. Mais on peut faire un lien entre cette notion et la notion de priorité ontologique et regrouper ces deux notions à l'intérieur d'un même paradigme. Ce lien peut se faire à l'aide, selon moi, de la notion de degré d'existence. Cette notion de degré d'existence a été récemment analysée par Chris McDaniel dans son ouvrage « The Fragmentation of Being ». Il est possible de comprendre cette notion, je vais essayer de l'expliquer très simplement, à l'aide de la notion d'exister simplement. Tout comme avoir une masse simplement ou tout court, c'est avoir un certain degré de masse, exister simplement ou tout court, c'est avoir un certain degré d'existence. On peut distinguer donc exister simplement et exister d'un degré quelconque. Pour expliquer la relation entre ces deux notions, exister simplement et exister d'un degré quelconque, le plus simple est peut-être de prendre la relation être au moins aussi réel que comme primitive. À partir de cette relation, être au moins aussi réel que, nous allons pouvoir exprimer la relation exister simplement et définir d'autres relations comme être plus réel que. Alors, on dira d'abord que X existe simplement s'il possède la relation d'être au moins aussi réel que quelque chose, incluant lui-même. Une des conséquences de ceci est que toute chose existe simplement. En fait, tout ce qu'il y a existe simplement, bien que certaines choses existent plus que d'autres. On peut alors définir la relation être plus réel comme suit. X est au moins aussi réel que Y,
et il n'est pas le cas que y est au moins aussi réel que x. La relation être plus réel que est, tout comme la relation de fondation et comme la relation de partie propre, une relation irréflexive, transitive et asymétrique. Aucune entité n'est plus réelle qu'elle-même. Si x est plus réel que y et y est plus réel que z, alors x est plus réel que z. Et si x est plus réel que y, alors y n'est pas plus réel que x. Et à partir de là, on peut faire un lien entre l'existence et la fondation. Je vais vous donner quelques équivalences que l'on peut faire. Au niveau du temps, je suis bien. Il reste 20 minutes. 20 minutes, large. X existe. Ça sera équivalent à x est fondamental ou x est dérivé. X est fondamental sera équivalent à rien n'est plus réel que x. X est dérivé équivaudra à quelque chose est plus réel que x. Un problème se pose cependant, c'est on ne peut pas rendre compte de la relation de fondation ainsi, comme je vais le faire. X fond y équivaut à x est plus réel que y. Pour une raison. C'est dû au fait que être plus réel que, c'est une relation qui est moins précise que la relation de fondation. Je vais prendre un exemple. Je vais vous mimer un exemple. Imaginez deux substances, S1 et S2, et deux propriétés, P1 et P2, au-dessus de ces deux substances. Okay, instanciées respectivement par S1 et S2. Okay, S1 fonde P1. Donc S1 est plus réel que P1. S2 fonde P2. Donc S2 est plus réel que P2. Cependant, S1 est plus réel que P2 et S2 est plus réel que P1. Sans que S1 ne fonde P2 et S2 ne fonde P1. Le mime a marché, j'ai l'impression. Donc il est donc nécessaire de rajouter à cette relation être plus réel une relation liante, ou pour reprendre un terme de M. Neff, connectant X et Y. Une espèce de connexion. Cette relation permettra d'assurer le lien, la connexion entre les deux entités liées par la relation être plus réel que. On peut donc formuler la relation de fondation comme suit. X fonde Y équivaut à X est plus réel que Y et X est lié à Y d'une certaine manière, par R. Où R est une relation liante connectant de façon spécifique X et Y. Exemple. Si on prend les cas de X et Y comme respectivement étant des substances, alors vous prenez X une substance et Y un accident, la relation liant substance et accident peut être celle d'inhérence. Donc on dira une substance fonde son accident équivaut à une substance est plus réelle que son accident et l'accident inhère dans la substance. Si vous prenez un autre cas où X et Y sont respectivement des simples et un objet ordinaire, on peut dire que la relation R est une relation de survenance. Une pluralité de simples fonde un objet ordinaire, équivaut à une pluralité de simples est plus réelle que l'objet ordinaire, et l'objet ordinaire survient sur cette pluralité de simples. Donc, ce paradigme, le paradigme néo-aristotélicien dans sa version non permissive, permet donc de donner une place importante à la notion d'existence, tout en affirmant qu'elle n'est pas la notion unique ou essentielle dont traite l'ontologie. Il y a un autre avantage à ce paradigme, selon moi, c'est qu'il permet de distinguer deux types de positions ontologiques, à savoir l'éliminativisme d'un côté et le réductionnisme de l'autre. Alors, les trois paradigmes, ce qu'on a vu, là, le paradigme quanien, le paradigme néo-aristotélicien dans sa version permissive et le paradigme néo-aristotélicien dans sa version non permissive, vont permettre de déterminer des positions ontologiques différentes concernant les entités. On va pouvoir distinguer quatre positions ontologiques. L'éliminativisme, le non-éliminativisme, le primitivisme, et ce que j'ai appelé, de manière un peu vulgaire, le dérivatisme. Alors, l'éliminativisme, être éliminativiste concernant X, c'est affirmer que X n'existe pas. En d'autres termes, il n'y a pas d'entité qui est X. Être non éliminativiste concernant X, c'est affirmer que X existe. En d'autres termes, il y a au moins une entité qui existe. Être primitiviste concernant X, c'est affirmer que X est fondamental. En d'autres termes, rien n'est plus réel que X. Et enfin,
être dérivatiste concernant x, c'est affirmer que x est dérivé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus réel que x. Chacun des paradigmes qu'on a examinés vont mettre en relation ces positions ontologiques. Le paradigme quanien propose deux positions ontologiques différentes, l'éliminativisme et le non-éliminativisme. Le paradigme néo-aristotélicien, dans sa version schaefferienne ou permissive, propose deux positions ontologiques aussi, le primitivisme et le dérivatisme. Et le paradigme néo-aristotélicien, dans sa version buckionienne, propose trois positions ontologiques, l'éliminativisme, le primitivisme et le dérivatisme. Okay. Le non-éliminativisme correspond à la disjonction exclusive entre primitivisme et dérivatisme. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner un exemple, et on va voir ce que ça peut donner. Alors, j'ai pris comme exemple le débat sur les universaux. L'éliminativisme dira « les universaux n'existent pas », c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité qui soit un universel. Le non-éliminativiste dira « les universaux existent », c'est-à-dire qu'il y a au moins une entité qui est un universel. Le primitiviste dira « les universaux sont des entités fondamentales », c'est-à-dire que rien n'existe plus que les universaux. Et le dérivatiste dira « les universaux sont des entités dérivées », c'est-à-dire que quelque chose est plus réel que les universaux. Donc, selon le paradigme quanien, le débat sur les universaux est un débat exclusif entre les réalistes et les éliminativistes. Ça existe ou ça n'existe pas? Les autres questions ne se posent pas. Selon le paradigme de Schaeffer, le débat sur les universaux est un débat uniquement entre les primitivistes et les dérivatistes. Ça existe de toute manière. Soit c'est primitif, soit c'est dérivé. Le paradigme néo-aristotélicien, dans sa version permissive, non permissive, montrera que ce débat est un débat entre trois positions, c'est-à-dire l'éliminativisme, le primitivisme ou le dérivatisme. Alors, pour les partisans du réalisme ou primitivisme, les universaux sont des entités fondamentales. Rien n'est plus réel que les universaux. Cette position, on peut considérer que c'est celle des universaux transcendants. On l'attribue historiquement à Platon. Les formes platoniciennes sont considérées comme des universaux transcendants qui vont être instanciés par les particuliers à travers la relation de participation. Pour les partisans du dérivatisme, les universaux existent, mais sont dépendants d'autres entités. Ils sont dérivés d'autres entités, c'est-à-dire que quelque chose est plus réel qu'eux, que les universaux, et ils ont un lien spécifique avec ces entités plus réelles. Je vais vous prendre deux exemples. Un premier exemple, c'est par exemple la thèse des universaux instanciés. Selon cette thèse, les universaux existent uniquement lorsqu'ils sont instanciés dans des particuliers. En d'autres termes, les universaux existent, mais sont dépendants des particuliers qui les fondent. Nous dirons alors que la substance est plus réelle que l'universel et qu'ils sont liés par une relation d'instanciation. Second exemple, c'est la thèse selon laquelle les universaux sont des collections de particuliers concrets exactement ressemblants. Selon les partisans de cette version, les universaux sont réductibles à des collections de tropes. La collection de tropes est plus réelle que l'universel, et l'universel survient sur la collection de tropes. Ces deux thèses sont différentes, mais acceptent l'existence des universaux en tant qu'entités dérivées. Enfin, pour les partisans de l'éliminativisme, les universaux n'existent tout simplement pas. Il n'y a pas d'entité qui est un universel. Les universaux ne sont ni des entités transcendantes, fondamentales, ni des entités dérivées. Le courant le plus représentatif, si je puis dire, de cette thèse, c'est sûrement le réisme, développé par Brentano et ensuite par Kotarminski. Pour le dire simplement, le réisme, c'est la théorie selon laquelle il n'y a ni propriété, ni relation, ni événement. Il n'existe que des choses particulières, concrètes. Donc bien évidemment, pas d'universaux. On voit donc que l'avantage exclusif de cette troisième version, c'est-à-dire du paradigme néo-aristotélicien dans sa version non permissive, est de permettre de distinguer l'éliminativisme du dérivatisme. Je vais avoir fini. C'est bon ? Cool. Alors je conclus cette intervention très rapide
mais en fait, j'ai plus rien à dire. Ce que j'ai essayé de montrer, alors très rapidement, alors d'habitude, je fais des interventions beaucoup trop longues, donc en fait, là, j'ai tout coupé, et je me suis rendu compte que je fais beaucoup trop court, quoi. Donc la prochaine fois, j'espère que ça sera optimal. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le paradigme néo-aristotélicien, dans sa version non permissive, est un paradigme préférable aux deux autres. Il est préférable au paradigme quanien, car en excluant de l'enquête ontologique la notion de priorité ontologique, le paradigme quanien rend l'ontologie triviale. La recherche ontologique ne peut être réduite à des questions d'existence. Il est aussi préférable au paradigme néo-aristotélicien dans sa version permissive, car en excluant quasiment de l'enquête ontologique la notion d'existence, ce paradigme rend incompréhensibles certains débats ontologiques sur les simples ou sur Dieu, si le débat sur Dieu est un débat. L'existence fait partie de la recherche ontologique. Donc, le paradigme néo-aristotélicien dans sa version non permissive permet donc de réconcilier à l'intérieur d'un même paradigme les notions d'existence et de priorité ontologique. Et cette réconciliation, je pense, peut se faire à l'aide de la notion de degré de réalité ou de degré d'existence. Mais ça, c'est autre chose. Merci beaucoup.